Bien, bien, bien. Bonsoir, mes jeunes outards en route. J'espère que vous allez très bien. Pour ma part, ça va très bien parce que je suis présent pour vous offrir mes analyses et prédictions complètes pour l'UFC Vegas 31. Makhachev contre Moises, a.k.a. Filler Fight Night après un gros pay-per-view. On espère que vous allez checker. Mais si vous ne checkez pas, ça ne me dérange pas vraiment non plus. Et puis, ben c'est ça, c'est une carte. Ça existe définitivement. Carte qui se classe dans les classes de cartes qui existent, qui vont avoir lieu. Mais c'est bien tout. Et il y a des combats. Puis on va en parler. Puis c'est ça. Je sais pas comment vous introduire ça autrement que ça. Là, ça a vraiment lieu. No shit, ça a lieu, les boys. Mais on va parler du main event. Puis je pense que, tu sais, souvent, on le dit souvent, le main event influence beaucoup ce qu'on pense de la carte. Puis celui-là, il est juste pas top. Puis j'ai l'impression que ce qui est arrivé, c'est que l'UFC a appelé des gens dans le top 15, puis ils se sont tout de suite raccrochés la ligne au nez. Il n'y a pas un écœurant qui voulait se battre contre Islam Makhachev. Fait qu'ils ont descendu jusqu'à temps qu'ils trouvent quelqu'un, puis ce quelqu'un-là, c'est Thiago Moises. Puis, ben, félicitations à lui. Il va se faire out-grapple par Islam Makhachev jusqu'à temps qu'il se fasse soumettre. Puis, tu sais, c'est un bon combattant de Jiu, là, Thiago Moises, qui s'est développé un stand-up surprenant. Puis c'est pas mal ça qui fait son succès, je dirais, dans l'UFC à date. Mais de prime d'abord, le gars, c'est un grappler. C'est un gars de jiu-jitsu brésilien. La première fois que j'ai entendu son nom, je l'ai vu faire un helicopter armbar. Je pense que c'était dans RFA ou Legacy Fighting, là, dans le temps que c'était pas encore LFA. Et puis, ben, c'est ça. J'ai comme l'impression que Makhachev va le soumettre quand même. Parce que, tu sais, Islam Makhachev, il est bon. Il faut se le dire, il est bon. Puis, je suis pas autant sûr que la majorité des autres fans de Khabib que ce gars-là va devenir champion un jour. Parce que, tu sais, j'irais peut-être même jusqu'à dire qu'il est plus technique que Khabib. Ce qui est bizarre à dire parce que Khabib était très technique, mais j'ai l'impression que Makhachev est probablement, du moins avec son grappling, peut-être même son striking. Peut-être même son striking. Peut-être même plus son striking quand j'y pense bien comme faut, mais sa lutte, son grappling, son top control, son jujitsu, très, très, très technique, Islam Makhachev. Un des plus techniques que tu vas trouver dans l'UFC, dans la division lightweight. L'affaire, c'est que c'est à peu près le tiers de l'athlète que Khabib est. Puis, il n'y a pas vraiment de honte à ça, mais si tu étais pour faire, mettons, une échelle de l'athlétisme dans la division lightweight, Makhachev se retrouve à quelque part dans le milieu ou dans le bas du milieu. C'est pas un grand athlète. C'est pas quelqu'un qui est naturellement explosif, naturellement fort physiquement, naturel. Puis il réussit à combler pas mal tout ça avec sa technique. Puis j'ai aucun doute que ça va marcher contre Thiago Moises. Là, je pense que je suis en train de vous parler d'Islam Makhachev en général sans vous parler vraiment de ce match-up-là. Parce que je pense qu'il va gagner. Je pense que si ça se passe debout, ça peut être serré, mais je vois pas comment Thiago Moises va éviter les takedowns d'Islam Makhachev. Puis oui, Moises est bon au sol, une bonne garde, c'est un très bon, une bonne black belt de jiu-jitsu brésilien, mais Makhachev est tellement technique et tellement careful dans ses positions. Il ne va pas essayer de passer la garde quand il n'y a pas d'ouverture. Il travaille très bien puis s'arrange pour jamais vraiment se mettre dans le pétrin. Puis ça, ben, ça fait déjà un combattant excessivement difficile à affronter. Puis la raison pourquoi il est dans un main event contre quelqu'un que personne ne connaît ou presque, c'est parce que tous les combattants que les gens connaissent, pour l'instant, se sentent encore en position de dire « Ah, il est ranké trop bas, lui, je ne prendrai pas la chance de me battre contre lui. » Puis c'est un peu ça qui arrive avec Islam Makhachev. Très technique, réussit à utiliser sa technique pour un peu combler son manque d'athlétisme et de force physique. J'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose qui va venir le Biden de Ass quand il va arriver dans le top 5 de la division, parce que là, tu es dans la division la plus stack de l'UFC où tu n'as pas le choix d'être autant technique qu'athlétique et explosif. Malheureusement, si tu n'es pas avec ce cadeau-là, c'est bien plate pour toi. Tu ne seras probablement jamais champion. Puis je pense que c'est peut-être ça qui va arriver avec Islam Makhachev, honnêtement. Je pense que c'est peut-être ça qui va arriver avec lui, mais pour ce combat-là, j'ai l'impression qu'il va gagner par soumission, deuxième round, troisième round, quelque chose comme ça. Je vais dire round 2. Je dirais bien round 4, round 5. Je pense pas que ça va se rendre jusque-là. Makhachev est vraiment très bon. Ses transitions sont incroyables. Quand il voit un bras, quand il voit une occasion de faire un choke, il va y aller, puis il va y aller rapidement. Sa technique est bonne. Il laisse pas d'espace à ses adversaires pour s'en sauver. Puis je pense qu'il va réussir à finir la black belt au sol à son propre game. Fait que Makhachev soumission. Ça nous met au co-main event de la soirée. Marion Renault contre Miesha Tate qui est de retour. Puis ça, c'est dur à prédire pour toutes les mauvaises raisons. C'est que Miesha Tate, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Puis les dernières fois qu'on l'a vu,
semblait avoir eu une légère baisse de régime, de sa défaite contre Amanda Nunes à sa défaite contre Raquel Pennington. On a vu une petite baisse de régime, puis on commençait à voir Miesha Tate perdre des combats qu'on ne s'attendait pas nécessairement à l'avoir perdre. Et après sa retraite, elle sacré son camp, elle s'est poussée, elle a dit j'en ai assez de ce sport-là. Et puis, ben là, elle fait son retour. Combien de temps? 4-5 ans plus tard, novembre 2016, donc on est en 2021. Pas tout à fait 5 ans plus tard, 4 ans et demi environ après son dernier combat. Puis, la question est de quoi elle va avoir l'air? 4 ans et demi qu'on ne l'a pas vu, elle n'a pas rajeuni pendant ces années-là, donc de quoi elle va avoir l'air? Miesha Tate, est-ce que je peux me fier sur Miesha Tate en 2021 pour gagner un combat? Puis là, tu te dis, hey, je ne sais pas, hein? Puis tu regardes son adversaire, qui est Marion Renault, qui, malheureusement pour elle, une bonne séquence, une très belle séquence dans l'UFC. Elle a réussi à être une top 10 fighter dans sa division pendant un long moment, mais présentement, elle a 44 ans, puis elle est encore compétitive dans ses combats. Elle n'est juste pas capable de gagner ses combats. Elle n'est plus vraiment en mesure de... Il y a toujours... elle n'est plus capable, mettons, de maintenir un pace assez important pour être capable de remporter des rounds, pour être capable d'être la combattante la plus active des deux. Puis si elle essaie d'être un peu plus active pour remporter ces rounds-là, ben elle se fatigue très rapidement, puis ça coûte cher dans les rounds d'après. Donc, elle est juste rendue à un âge, Marion Renault, où elle est vieille, là. Elle a 44 ans. Puis c'est dur de compétitionner à un niveau élite encore à cet âge-là. Puis c'est ça qu'on voit tout simplement. Un peu comme Carlos Condit contre Max Griffin la semaine dernière. Tu regardes le combat déjà. Ben oui, Condit est compétitif. Il est dans le combat, aucun doute là-dessus, mais il n'est pas en train de gagner. C'est un combat qui est dedans, mais qu'il ne remporte pas. Puis c'est ça que Marion Renault est arrivé à ses 4 derniers combats. Puis je pense honnêtement que j'ai pas le choix de me fier sur Miesha Tate rendu là. Puis je me fie peut-être même sur Miesha Tate pour être la première personne à finir la chum Marion Renault dans sa carrière. Là, ses défaites, c'est toutes des défaites par décision. C'est une fille qui est très difficile à finir. Elle aussi une black belt au sol, mais Miesha Tate, c'est une bonne grinder. Puis quand elle prend ton dos, elle est absolument redoutable avec le Renegade Choke. Donc, je vais me tenter. Je vais y aller avec Miesha Tate par soumission, parce que je me dis elle va avoir vraiment faim dans son retour. Puis Marion Renault. On a juste vu son output descendre, sa capacité de gagner des rounds descendre à travers les dernières années. Fait que j'ai l'impression qu'elle reste super tough, elle reste dure à finir. Un moment donné, ça va peut-être changer. Puis une bonne submission artist comme Miesha Tate pour être la personne qui change ça. Donc j'ai peut-être par soumission. Ensuite, Jeremy Stephens, Mateusz Gamrot. Drôle de combat. Bon combat, mais drôle de combat. Parce qu'on a Jeremy Stephens qui... autant est un combattant imposant qui frappe fort, on dirait qu'il n'est pas capable d'être celui qui domine le combat, d'être celui qui va de l'avant, puis qui lance ses coups, puis qui lance du volume sur son adversaire, puis qui a l'air d'être en plein contrôle de la situation. C'est plus jamais ça des combats de Jeremy Stephens. C'est toujours très serré. Puis boum, là, il va réussir out of nowhere à lander un gros coup qui va knocker son adversaire, ou il va se faire toucher solidement, puis il va perdre un peu de momentum, ou c'est son adversaire qui va de l'avant tout le long, puis Stephens est là, puis il counter, puis il est dans le combat, mais pas tout à fait en train de le gagner. Puis Mateusz Gamrot, c'est un gars qui se spécialise pas mal dans gagner des combats. C'est un combattant qui utilise beaucoup de footwork, travaille derrière son jab, utilise beaucoup de lutte, beaucoup de takedown pour souvent se retrouver dans des positions safe. C'est quelqu'un qui va souvent être sur le back foot et beaucoup circle, se déplacer quand il est debout, quand il est en grappling, va rester safe dans des positions, soit la garde, la half-guard, pas nécessairement quelqu'un qui cherche tant à avancer. Donc, c'est quelqu'un qui en fait beaucoup, mais qu'à la fin de son combat, t'es genre... il a fait beaucoup de choses, il a travaillé, mais quels sont les moments super significatifs de ce combat-là? C'est dur à dire. Fait que c'est pour ça que c'est un bon match-up. Ben, j'ai aucun doute que Gamrot va avoir l'air d'être le combattant qui a le dessus. Mais s'il veut transitionner de son outward striking game où il utilise beaucoup de mouvements puis de footwork pour setuper ses punches et ses attaques et ses kicks à quelqu'un qui veut lander des takedowns, il va falloir que Manny coupe la distance, parce que quand il va couper la distance, il va se faire complètement allumer par Jeremy Stephens, puis
Il s'est jamais fait finir. Mateusz Gamrot, on l'a vu se faire frapper très fort à KSW, être super tough à ce niveau-là. Donc, je pense que je dois nécessairement le favoriser ici pour remporter une décision, mais tabarnouche, c'est le genre de combat où Jeremy Stephens pourrait très bien ne pas gagner jusqu'au moment où il gagne, puis je pourrais pas me surprendre de ça non plus. Ensuite, Rodolfo Vieira, Dustin Stoltzfus, et puis, aïe, man, Rodolfo Vieira a tellement melt dans son dernier combat, c'était l'enfer. Il a fait ce qu'il fait. La seule chose qu'il fait, en fait, amener ses adversaires au sol et les dominer complètement au sol parce que le gars, c'est un multiple champion des DCC, un des meilleurs grapplers de Jiu-Jitsu pur de sa génération, là, basically. Il n'y a pas beaucoup de gars de ce niveau-là de Jiu-Jitsu qui font leur entrée en MMA, tout simplement. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'Anthony Hernandez, il était wiggly, puis il était tough, puis il s'est mis dans des positions complètement merdiques, mais il a toujours combattu, puis il s'est pas laissé finir, même contre un bien meilleur grappler. Puis Vieira s'est complètement épuisé. Quand ils se sont relevés debout, ça n'a pas été long que Hernandez a landé des coups, il a fait très mal. Puis à la fin, Vieira était tellement fatigué qu'il l'a littéralement laissé prendre une guillotine. Puis c'est Hernandez qui a battu le multiple fois champion du monde de grappling par soumission. Fait que, tu sais, c'est sûr que Vieira ne voudra pas répéter ça. Puis Dustin Stoltzfus, malheureusement, écoute, c'est un gars qui a gagné au Contender Series, fait son entrée dans l'UFC, puis c'est comme un peu fait out physique par Carl Dakaus, qui est très bon, mais qui, dans ses autres combats UFC, a perdu parce qu'il était clairement pas un aussi bon athlète que ses adversaires. Donc, Stoltzfus qui perd contre le gars qui a tendance à perdre parce qu'il n'est pas un bon athlète, puis que Stoltzfus a l'air de ne pas être un bon athlète à côté de ce gars-là, ça me fait penser que le niveau athlétique entre UFC level et Dustin Stoltzfus est assez différent. Puis Rodolfo Vieira, c'est un athlète hors pair. C'est un athlète absolument incroyable, explosif, fort physiquement, peut-être même trop, peut-être même à son détriment parce qu'il s'en sert tellement au premier round que dès qu'il ressort du premier round, il n'y a pas de jus, mais honnêtement, je ne sais pas si Dustin Stoltzfus va sortir du premier round ici. Fait que j'ai Vieira par soumission. Mais encore un combat où si Vieira ne réussit pas à finir ça par soumission au premier round, ça pourrait devenir assez drôle assez rapidement. Fait qu'on suit ça. Ensuite, c'est le meilleur combat de la carte. De loin, Gabriel Benitez contre Billy Quarantillo. Puis c'est le meilleur combat de la carte parce que Billy Quarantillo, ce qu'il veut, là, c'est aller de l'avant, lander beaucoup de volume vers son adversaire, puis mixer des entrées dans le clinch où il est quand même assez actif dans le clinch. Puis c'est ça qu'il veut faire. C'est capable de lander des takedowns si eux veulent le faire, mais c'est pas principalement ce qu'il veut. C'est d'être un bon combattant qui va de l'avant, qui met de la pression, puis qui lène beaucoup de volume sur ses adversaires. Puis Gabriel Benitez, lui, c'est ce qu'il veut se mettre sur le back foot, puis trouver un moyen de counter ses adversaires assez solidement, puis tabarnouche. Quel match-up incroyable. T'sais, les deux combattants vont avoir la chance de faire ce qu'ils veulent, puis je ne sais pas si... D'après moi, la clé de ce match-up-là, ça va être le grappling de Billy Quarantillo. S'il est capable d'amener Benitez au sol de façon assez consistante pendant le combat, il y a des bonnes chances de gagner, mais s'il se retrouve debout pendant 15 minutes contre Benitez à avancer dans ses counters, je pense que ça va être difficile parce que Benitez reste un striker excessivement technique, un très bon kickboxer qui sert aussi bien de ses mains que ses pieds, puis qu'il est vraiment capable autant de mettre du volume sur toi que de te punir quand en set down sur ses punches, sur ses kicks. Puis honnêtement, je pense que si Quarantillo n'est pas en mesure de l'amener au sol, il ne gagnera pas ce combat-là. Puis de ce que j'ai vu, Quarantillo est le genre de combattant qui va perdre quand il n'est pas un aussi bon grappler que ses adversaires. Puis c'est ça qui est arrivé contre Gavin Tucker. Fait que j'ai comme l'impression que Benitez, qui est quand même très bon généralement là, pour défendre les takedowns, risque d'avoir un avantage dans ce combat-là. Fait que je vais aller avec Gabriel Benitez par décision. Ça nous mène au prelim, Daniel Rodriguez, Preston Parsons. Tabarnouche, Preston Parsons, c'est un gars qui a juste des finishes à sa fiche, pratiquement que des soumissions. Mais c'est un gars qui va y aller, qui pense pas vraiment à sa défensive. Puis ça risque de coûter très cher contre D-Rod, honnêtement. C'est un combat qui est fait sur short notice. Puis on sait jamais, on a vu beaucoup de gars arriver et commencer très fort au premier round puis sortir des finishes un peu out of their ass dans leur short notice début puis un peu se faire un nom avec ça.
J'ai pas envie de me fier là-dessus du tout ici. Parce que D-Rod, c'est pas un gars qui commence, même si c'est un gars que tu as l'impression que plus le combat avance, mieux ça va pour lui. C'est pas un slow starter, contrairement à beaucoup de ces fighters-là, que souvent quand tu dis ah, lui, plus le combat avance, mieux qu'il est, ça veut dire que c'est un slow starter. D-Rod, c'est pas un slow starter, c'est un gars qui va dès la première minute, la première seconde du combat, mais plus il se met confortable dans son combat, plus ces choses marchent. Mais au début du combat, il va quand même. C'est pas un gars qui commence lentement et qui essaie d'avoir ses reads loin de là. Il va y aller, puis si ça marche pas, il va s'ajuster un peu on the fly, mais c'est un gars qui y va, puis c'est pour ça que je pense pas que Parsons va être capable de sortir puis d'essayer de le swarmer, d'être super offensif, puis d'y faire mal comme ça. Fait que j'ai l'impression que notre ami D-Rod va probablement gagner par TKO ici à quelque part au deuxième round. Ensuite, j'aime pas ce match-up-là. Amanda Lemos contre Montserrat Conero, et puis j'aime pas ça parce qu'Amanda Lemos, clairement, depuis qu'elle est arrivée dans l'UFC à 135 livres, elle s'est fait péter à la gueule par Leslie Smith qui, après, est partie à Bellator à 145 livres. Puis Lemos, elle s'est dit, ouais, je suis vraiment trop petite pour cette division-là. Fait qu'elle a droppé 2 weight classes. Elle va se retrouver à 115 livres où elle a vraiment du succès parce qu'elle a beaucoup de power. Puis elle est capable de le lancer en combinaison, mais surtout de sit down sur ses punches puis de générer du bon power qu'on voit pas tant dans cette division-là. On voit des très bonnes strikers techniques qui sont capables de placer des knockout punch, des knockout kicks ici et là parce qu'ils sont très techniques, mais une bonne striker qui, oui, est technique, mais qui est aussi puissante, capable de générer du power dans ses mains. Il n'y en a pas tant que ça, sauf Amanda Lemos. L'affaire ici, c'est est-ce qu'elle va battre Montserrat Conero qui, on se rappellera de son dernier combat, ce qu'elle veut, c'est de prendre par la tête, de faire un headlock throw, puis se retrouver dans le genre de position à la Alexei Oleinik où elle te craint le coup là, dans ses mains, dans une position de grappling weird que personne ne fait vraiment. Puis ça a marché contre Cheyenne Bice qui n'a pas beaucoup d'expérience. Je pense honnêtement qu'Amanda Lemos a assez d'expérience pour genre, faire bouger ses pieds et s'arranger pour ne pas se retrouver trap dans ce game-là de Conero qui, si elle se rend là, est très bonne, mais il faut qu'elle s'y rende. Puis je pense pas que c'est la combattante avec le meilleur footwork, le meilleur striking, puis la meilleure rapidité. Elle n'est pas super agile sur ses pieds-là. Elle a une qualité un peu Alexei Oleinik, applauding, elle avance vers l'avant. Puis quand elle met la main sur toi, elle est très dangereuse, mais il s'agit qu'elle mette la main sur toi. Puis je pense pas qu'elle va être en mesure. Fait que j'ai Amanda Lemos ici par décision. Et ça nous mène à un excellent combat. Khalid Taha, Sergei Morozov. Et puis, j'ai très hâte de voir Sergei Morozov. J'avais hâte de le voir dans l'UFC. Malheureusement, il a commencé, malheureusement, pour lui, il a commencé sa carrière contre Umar Nurmagomedov. Puis je trouve qu'il a bien fait dans ce combat-là jusqu'au moment où il s'est fait finir parce que Umar est juste complètement next level. Mais j'avais vraiment hâte de le voir rebound. Puis Khalid Taha, je pense que c'est un bon combattant pour lui parce que les deux vont vouloir échanger debout. Taha, c'est un boxeur. Morozov, un peu plus kickboxer, mais gars qui se sert beaucoup de ses mains aussi. Et puis deux gars qui n'ont pas peur là, justement de mixer un peu de grappling, mixer des takedowns. Fait que je pense qu'on va avoir un droit à un très bon display de mixed martial arts en général. Et puis, j'aime la game de Morozov. J'ai envie de le pick ici, honnêtement. Tu sais, Khalid Taha nous a montré des bonnes choses dans l'UFC, mais il a montré qu'il pouvait struggle avec certains aspects d'un match-up. Puis ici, il va avoir le reach sur son adversaire, mais je pense pas qu'il va avoir le speed advantage sur son adversaire. Puis je pense que Morozov, à cause de ça, va être capable de lander des bons counters puis aller gagner la majorité des échanges dans ce combat-là. Fait que je vais le prendre par décision. Et puis ça nous mène à un autre bon petit combat, Miles Jones, Anderson dos Santos. Jones devrait avoir l'avantage ici, combattant excessivement complet, un bon striker, un bon lutteur, mais surtout un combattant intelligent qui a un très bon process, puis qui sait, il est très self-aware, il sait où il se retrouve dans le combat, dans quelle position il est, comment le combat, des fois il y a des combattants qui n'ont pas des bons reads sur le combat en général, qui n'ont pas l'air de savoir, oh, je pense que j'ai l'avantage, oh non, je pense que c'est mon adversaire qui a présentement l'avantage. Miles Jones est un gars qui semble en combat sans trop l'aide de ses coachs dans le coin être conscient de ces choses-là, peut être capable d'ajuster sa game, son output en conséquence de ça. Et ça fait de lui vraiment un très bon fighter. Puis il affronte Anderson dos Santos qui est juste un bon vétéran, le fun, qu'on ne connaît pas parce que le gars, il a les deux noms brésiliens les plus random qui ont fusionné ensemble. Ça donne un bantamweight quelconque, une fiche de journeyman, mais
qui va à la guerre à chaque fois, qui est lui aussi un bon combattant complet. Fait que je pense que ça va être un bon combat. Je pense que Dos Santos est un petit peu overmatch ici. Il est tough. Fait que je ne m'attends pas à ce qu'il se fasse finir, mais je pense que Jones va définitivement gagner la décision. Ensuite, Malcolm Gordon, le Canadien, pas mal sa dernière chance, puis il affronte Francisco Figueiredo, qui est le frère de l'autre, et puis qui est définitivement, tu sais, je veux pas dire la version Dolorama de son frère, mais c'est pas si Francisco Figueiredo, c'est Yoel Romero. Ça dit Davison Figueiredo, c'est Yoel Romero. Francisco, tu sais, ressemble plus à un Omari Akhmedov là, ou un Brad Tavares. Un bon combattant avec une game qui marche, bon debout, capable de lander des takedowns, capable de devenir au sol, capable de s'adapter un peu sur le fly, puis, mais pas le power de son frère, pas la flashiness de son frère, pas la confiance de son frère non plus. Fait que, tu sais, honnêtement, Malcolm Gordon, malheureusement, il a comme un peu montré que sa game de Muay Thai et Jiu-Jitsu avec pas grand-chose dans le milieu de ça. Il n'a pas montré que c'est une game qui allait marcher dans l'UFC pour lui. Puis, tant que je ne le vois pas avoir du succès, malheureusement, je ne serais pas capable de piquer un combat en sa faveur. Puis, je peux pas le favoriser ici, tout simplement. Fait que j'ai Francisco Figueiredo par TKO, peut-être même au premier round. Et ça nous mène au premier combat de la soirée. Alan Bodo, Rodrigo Nascimento. Puis je suis vraiment surpris qu'Alan Bodo soit un heavyweight dans l'UFC. Il me semble que ça a toujours été un 205 livres. Puis je pense que ça sera son avantage, honnêtement, là, de gagner ce combat-là, de descendre à 205 livres après ce combat-là, parce que Rodrigo Nascimento, oui, s'est complètement fait allumer dans son dernier combat par Chris Daukaus, ça a genre pris 45 secondes, mais avant ça, ça a été vraiment un bon grappler qui a battu Donald Mess par rear naked choke, qui a gagné aussi par un triangle à son combat Contender Series. Fait un heavyweight qui va définitivement chercher le combat au sol, chercher le takedown sur Alan Bodo, puis essayer de le battre par soumission, puis c'est la manière que Todd Stout a utilisé dans le combat contre Alan Bodo pour aller gagner ce combat-là, littéralement. Fait que je pense que l'avenir est probablement là pour Nascimento, puis je vais y aller avec une victoire par soumission. Au deuxième round, pour sa part, ça va conclure ce que j'avais à dire sur cette carte-là, qui, comme vous avez pu voir, il y a des combats intéressants ici et là, mais du tout au tout, c'est pas grand-chose. Fait que ça fut mes analyses et prédictions. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi un like si vous êtes content. Laissez-moi un like si vous n'êtes pas content. Parlez-moi dans les commentaires, exprimez vos sentiments, abonnez-vous à MMA Talk et puis on se parle une prochaine fois.